Bienvenue. Nous allons dans ce cours vous parler de la PAC après la période 2020, vous expliquer un peu les procédures, la façon dont on va organiser la réforme de la PAC et la façon dont elle va se mettre en œuvre. Le processus de la réforme pour la PAC après 2020 a commencé en fait dès 2017 et s'inscrit dans un calendrier assez acrobatique et dans un contexte compliqué. Bon, d'abord à cause du Brexit. Le Brexit, ça signifie pour la politique agricole commune un budget réduit et des négociations difficiles pour établir le prochain cadre financier pluriannuel, celui qui va établir le montant total des dépenses pour la période 2021-2027. Ensuite, cette réforme s'inscrit dans le projet très fortement porté par le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, pour ce qu'il appelle la modernisation et la simplification de la PAC. On reviendra dessus. Euh, Dans ce calendrier-là, la première étape a été de lancer une consultation publique, essayer d'obtenir les opinions des différentes parties prenantes. Et cette consultation publique, à l'échelle de l'Union européenne, s'est tenue entre février et juin 2017. À la suite de cette consultation publique, il y a eu une étape très importante qu'on appelle la communication de la Commission, qui est un texte de quelques pages qui établit les grands objectifs qu'on veut pour la PAC d'après 2020 et qui est entériné par l'ensemble, le collège des commissaires, et pas simplement par le commissaire de l'agriculture. Et à la suite de cela, dès juin 2018, donc vous voyez dans un calendrier finalement assez serré, la DG Agri a proposé des premières versions du règlement pour la PAC post-2020. Alors, je vous ai évoqué déjà le fait que le contexte était un petit peu compliqué. Alors pourquoi? Bon, d'abord, on a un commissaire européen nouveau, Phil Hogan, plus libéral que son prédécesseur. Et puis aussi, le calendrier s'inscrit à un moment de, d'é- d'évolution importante pour les institutions européennes, puisque la Commission européenne, donc l'ensemble des commissaires, doit être renouvelée en 2020, c'est-à-dire en plein milieu du processus de la réforme de la PAC. Le deuxième contexte, c'est des États membres très eurosceptiques pour certains. Ça, on le voit, certains pays comme la Pologne ou la Hongrie ont exprimé très clairement leur scepticisme vis-à-vis du processus de consolidation de l'Union européenne. Et puis, évidemment, il y a le Brexit dans tout ça, avec, comme je viens de le dire, les difficiles négociations sur le budget. Et puis, il ne s'agit pas simplement du renouvellement de la Commission, mais aussi du renouvellement du Parlement, qui doit être réélu en 2019, et donc avec la possibilité qu'un Parlement de composition très différente de celui qui était en place jusqu'en 2019 siège après 2019, enfin après mai 2019. Alors, il faut aussi savoir que toutes les propositions donc, qui sont faites, notamment par, d'une part, la Commission avec sa communication en novembre 2017, puis avec les propositions de règlement de la DG Agri, elles sont aussi alimentées par énormément de rapports, de réflexions, de propositions qui sont faites par les organisations non gouvernementales et par la société civile. Et vous avez là sur cette diapo quelques exemples que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne. Donc beaucoup de propositions, de contre-propositions sur comment mieux gérer la politique agricole commune. Donc pour préparer la PAC 2020, en fait, je viens de vous le dire, il y a eu des consultations publiques et des débats de scientifiques et d'experts, comme les rapports montrés à la diapo précédente, mais il faut savoir aussi que la Commission européenne se charge de faire ce qu'elle appelle des évaluations d'impact. Donc en fait, une évaluation euh, ex ante, avant que la politique soit mise en œuvre, pour tester différents scénarios de réforme et tester leurs conséquences sur, par exemple, le revenu des agriculteurs, le niveau de production et, dans certains cas aussi, l'impact sur l'environnement.
Et donc, c'est l'ensemble à la fois de ces consultations et de cette évaluation qui est conduite par la Commission européenne elle-même et par ses services qui permet ensuite de guider la proposition de paquet législatif que la Commission européenne met sur la table pour la future PAC. Alors, la première phase, la phase de consultation publique, elle a été lancée sur le site sur lequel vous pouvez cliquer en ligne. Et elle s'adressait à toutes les parties prenantes, que ce soit des ministères des pays membres de l'Union européenne, des ONG, des syndicats agricoles, mais aussi des personnes comme vous et moi, ou des étudiants. Et elle consistait en un certain nombre de questions, vous pouvez les consulter, mais qui peuvent être des questions très générales du type quels sont selon vous les principaux défis de l'agriculture et à quoi la PAC devrait-elle répondre? Est-ce que c'est le niveau équitable de vie pour les agriculteurs, le problème de la pression sur l'environnement, la question de l'emploi ou de la croissance dans les zones rurales? Alors, la pratique de ces consultations publiques, elle est relativement récente et dans la consultation publique pour la réforme de la PAC 2014, la Commission européenne s'était félicitée d'avoir obtenu plus de 6000 réponses. Dans le cadre de la consultation publique pour la PAC 2020, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est que les organisations de la société civile se sont mobilisées pour utiliser cette consultation publique et défendre leur point de vue. Et nous vous donnons cet exemple-là où la campagne Living Land, qui a été portée par des ONG environnementales européennes, notamment BirdLife, et qui a consisté à donner des recommandations sur le type de réponse à faire aux questions qui étaient posées dans le cadre de cette consultation publique, de façon à peser dans le débat. Et de fait, cette campagne Living Land a rassemblé près de 260 000 réponses. Donc elle a complètement explosé les compteurs de la consultation publique, ce qui n'était pas du tout anticipé au départ par la Commission européenne. Et devinez quoi? La réponse du berger à la bergère, les syndicats agricoles se sont aussi mobilisés en se disant attention, si les ONG pèsent dans le débat en défendant l'environnement, il faut que nous puissions aussi défendre le revenu des agriculteurs. Et donc eux aussi ont fait sur leur site internet des recommandations ont proposé leur propre guide de réponse pour eux aussi peser dans les statistiques de cette consultation publique. C'est ce que vous voyez sur cette diapo où ils indiquent clairement cibler, par exemple, sur cette question 1, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés l'agriculture et les zones rurales. Ils proposent que tous ceux qui répondent en leur nom ne ciblent que la réponse 1, niveau de vie équitable pour les agriculteurs. Au total, cette consultation publique a apporté plus de 360 000 réponses. Ça a d'ailleurs été un gros problème pour la Commission européenne pour trouver un établissement neutre, un consultant qui accepte d'analyser l'ensemble de ces réponses et d'en faire une synthèse. Cette synthèse a eu lieu lors d'un grand débat à Bruxelles le 7 juillet 2017 et vous pouvez trouver le résultat, en tout cas le rapport complet de cette synthèse, très intéressant, sur le lien que vous voyez s'afficher en bas de la diapo. Maintenant, passons à la phase d'évaluation d'impact que je vais vous décrire un peu plus en détail dans les diapos suivantes. Cette phase d'évaluation permet donc, comme je vous l'ai déjà dit, de tester différents scénarios de réforme. Par exemple, plus ou moins de contraintes environnementales, ou différents niveaux de surprime pour les petites exploitations agricoles, ou différents niveaux de paiement direct. Et on utilise pour ça des modèles de simulation économique qui tournent d'ailleurs déjà depuis plusieurs années au sein de la DG Agri et ça permet d'estimer, par exemple, la nouvelle distribution des revenus des agriculteurs, les conséquences budgétaires, les impacts sur la production agricole et surtout sa composition en termes de quel type de production vont être plus produits, par exemple, et aussi quelques impacts environnementaux. Évidemment, tout ceci est fait à une échelle relativement agrégée et ça permet de produire un rapport qu'on appelle les rapports de Impact Assessment qui est fourni à la Commission européenne
et qui l'aide aussi à prendre des décisions en termes de propositions de réglementation, puis rendu public. Après la consultation publique et l'évaluation d'impact, on arrive à la fameuse proposition du paquet législatif de la Commission européenne. La communication de la Commission européenne avait déjà annoncé 9 grands objectifs que se donne la PAC pour l'avenir de l'agriculture européenne. Vous pouvez voir ces 9 objectifs s'afficher sur la diapo suivante et vous voyez qu'on peut en avoir qui sont très orientés sur le revenu des agriculteurs, sur la compétitivité de l'agriculture, sur aussi les inquiétudes des citoyens, les inquiétudes en termes de santé ou de qualité de l'alimentation, mais d'autres aussi qui sont plus orientées sur les enjeux environnementaux. La grande innovation de la proposition pour la PAC 2020, c'est ce qu'on va appeler, sans traduction française d'ailleurs, le New Delivery Model, une nouvelle manière finalement d'atteindre les objectifs. Si on regarde un petit peu ce schéma, je vous ai déjà indiqué que le cadre européen définit 9 grands objectifs qui sont associés à des indicateurs à atteindre et des mesures qu'on peut mobiliser pour atteindre ces indicateurs. C'est la première étape. Mais la deuxième étape est très différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent dans la PAC, puisque ce qui va être demandé, c'est que chaque État membre établisse un plan stratégique national. Pour cela, il lui est demandé d'identifier ses besoins, d'identifier ses priorités, de sélectionner des mesures et des interventions qui pourraient répondre à ces besoins et même d'aller jusqu'à établir des objectifs quantitatifs, évidemment en ligne avec les 9 grands objectifs établis par la Commission européenne, pour des objectifs qu'il se donne pour mission d'atteindre. Et donc, dans ce New Delivery Model, en fait, l'État membre est désormais responsable quelque part de l'établissement de son plan stratégique, mais aussi de sa mise en œuvre et de l'atteinte des objectifs. Donc, ça lui permet effectivement de pouvoir construire un plan qui est adapté à ces réalités locales. Et cela répond à une des critiques qui a été régulièrement faite à la PAC, qui était d'imposer un cadre commun, tellement commun qu'en fait, il ne permettait pas de répondre aux spécificités locales. Et la dernière étape, quand même, c'est que l'État membre étant responsable de ses engagements, il doit prouver à l'Union européenne qu'il s'investit dans ces engagements-là et donc fournir un rapport annuel sur la performance de la mise en œuvre de son plan. Et c'est l'UE ensuite qui, d'une part, évalue et approuve les plans stratégiques soumis par chaque État membre, puis suit les progrès établis via ces rapports annuels que les États membres font en direction des objectifs quantitatifs qu'ils se sont fixés. Évidemment, le New Delivery Model suppose qu'on suive les progrès faits par chaque État membre dans la réalisation de leurs objectifs. Et cela suppose donc à l'amont qu'on ait établi des indicateurs. Donc, la Commission européenne a proposé toute une batterie d'indicateurs de suivi. Alors, on va distinguer, comme vous pouvez le voir ici, pour chaque objectif. Ici, nous avons proposé l'un des 9 objectifs qui est celui de soutenir des revenus agricoles viables et la résilience pour améliorer la sécurité alimentaire. À partir de cet objectif-là, la Commission européenne a indiqué un certain nombre d'indicateurs dits d'impact. Vous voyez ici qu'il en est listé quelques-uns ici. Par exemple, une mesure de l'impact, ça serait réduire la variabilité du revenu agricole. Ensuite, on peut aussi repérer des indicateurs de résultats, c'est-à-dire des indicateurs qui vont mesurer le résultat des interventions qui sont soutenues par la PAC. Donc, par exemple, un indicateur de résultat pouvant correspondre à l'objectif soutenir des revenus, c'est celui autour de la gestion des risques,
qui peut être mesurée par la part des exploitations qui disposent d'outils de gestion des risques dans le cadre de la PAC. Associé à ça, on peut aussi avoir des indicateurs de réalisation, voir comment les mesures disponibles de la PAC sont effectivement mobilisées. Par exemple, l'indicateur 0,8, le nombre d'agriculteurs couverts par des instruments de gestion des risques faisant l'objet d'un soutien. Vous voyez que dans ce cadre-là, bon là, les indicateurs sont à la fois assez simples, parce qu'il faut aussi respecter la simplicité du suivi, sinon ça serait très compliqué. Et dans le cadre des objectifs environnementaux, les choses se corsent évidemment parce qu'il est très difficile de définir des indicateurs d'impact qui puissent être facilement mesurables. Et d'ailleurs, les ONG environnementales ont très vivement critiqué les propositions d'indicateurs faites par la Commission européenne. Si vous voulez en savoir plus sur l'évaluation des politiques publiques, vous pouvez suivre le cours correspondant dans le projet AgreenCamp. Enfin, ces indicateurs permettent à la Commission européenne de suivre donc les progrès faits par les États membres au regard des engagements qu'ils ont pris dans leur plan stratégique. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le cycle, vous l'avez déjà entendu dans les diapos précédentes, mais regardez quand même la phase jaune de ce cycle-là parce que elle n'est pas anodine. L'idée quand même, c'est que si les États membres sont performants, par exemple, arrivent à atteindre correctement les objectifs qu'ils se sont fixés et qui ont été entérinés par la Commission européenne, ils peuvent obtenir des bonus, des budgets supplémentaires de la PAC. Mais en revanche, si de manière répétée et continue, ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs fixés, alors il est possible, envisageable, que l'Union européenne suspende les paiements de la PAC, voire même que ces États-là soient soumis à des réductions financières. Les autres nouveautés proposées par la Commission européenne sont l'évolution du verdissement. Bon. Théoriquement, ce que propose la Commission européenne, c'est de remplacer le verdissement qui a été soumis à beaucoup de critiques par un autre dispositif. D'une part, parce qu'elle va appeler un éco-scheme, qui est un programme d'engagement volontaire des agriculteurs pour améliorer leurs pratiques environnementales. Mais cet éco-scheme serait doublé d'une conditionnalité renforcée dans laquelle entreraient les 3 mesures de verdissement actuelles, qui deviendraient donc complètement obligatoires. L'éco-scheme, quant à lui, serait mis en œuvre par les États membres. Ils auraient une certaine marge de manœuvre pour l'établir comme ils l'entendent, mais en revanche resterait volontaire pour les agriculteurs. Donc, en termes d'architecture, si vous regardez le petit schéma sur cette diapo, ce que nous avions jusqu'à présent dans la PAC 2014, c'est une conditionnalité qui s'appliquait à quasiment tous les hectares qui recevaient des aides de la PAC, un verdissement qui s'appliquait à la plupart de ces hectares, mais pas tous, puisque certaines exploitations agricoles, du fait de leur taille par exemple, étaient exemptées de certaines mesures du verdissement. Et puis, et ça là, ça rentrait dans le pilier 2, les MAEC, les mesures climatiques et environnementales, qui, elles, s'adressaient à des agriculteurs volontaires et souvent étaient ciblées sur certaines zones dites vulnérables aux enjeux environnementaux. Dans l'architecture nouvelle qui pourrait se mettre en place, on aurait une conditionnalité renforcée qui s'appliquerait à l'ensemble des hectares de SAU de l'Union européenne ou presque. Et ensuite, au-dessus, de façon concomitante, on pourrait proposer, financer par le premier pilier, un éco-scheme et financer par le deuxième pilier des mesures d'exigence supplémentaires de type MAEC pour des agriculteurs volontaires.
Bon, ceci dit, la Commission européenne ne propose pas de tout chambouler. En fait, il y a aussi beaucoup de choses qu'elle propose de garder euh, à l'identique ou en tout cas dans une version très similaire de ce qu'on connaît de la PAC 2014. D'abord, elle a choisi de ne pas bouger sur l'organisation en deux piliers, alors qu'il y avait eu des débats sur l'éventualité soit de rassembler l'ensemble des financements en un seul pilier, puisque parfois il n'y a pas beaucoup de distinguo entre les deux, soit au contraire de construire un troisième pilier dévoué, dédié aux enjeux alimentaires. La deuxième chose, c'est que on garde le principe d'une aide de soutien aux revenus inscrite dans le premier pilier, ciblée sur les vrais agriculteurs, qu'il faut encore évidemment définir, et quelque part, seul le nom change véritablement, puisqu'il s'appellerait le BIS, le Basic Income Support for Sustainability. Donc le soutien de base aux revenus au titre de la durabilité. Autre chose, le paiement redistributif, qui avait été une des grandes innovations de la PAC 2014, est maintenu. Non seulement il est maintenu, mais il devient obligatoire pour les États membres, qui sont obligés de le proposer à leurs agriculteurs. Le principe aussi de la convergence des aides est maintenu pour les États membres qui ne sont pas encore arrivés jusqu'au bout de cette convergence-là. Autre chose qui avait été aussi un objet de débat dans la proposition de la réforme 2014 et qui, au fond, avait été assez largement évacuée par les votes du Parlement européen et les décisions du Conseil. Il est de nouveau proposé une réduction des aides par exploitation lorsqu'elles touchent plus de 60 000 euros d'aide et même un plafonnement au-delà de 100 000 euros d'aide. Plafonnement dont il est précisé que ces 100 000 euros d'aide ne comprennent pas, doivent être déduites des salaires et du coût du travail de l'exploitant. Là aussi, euh, on peut prévoir que les débats seront chauds sur cette question-là. Autre élément que la Commission garde, le paiement pour l'aide aux jeunes agriculteurs qui s'installent, qui reste dans le premier pilier, le programme spécifique pour les petites exploitations agricoles, qui consiste en un paiement forfaitaire unique, est lui aussi conservé. Enfin, le principe d'une part du budget du premier pilier dédié à des aides couplées à la production est lui aussi maintenu. Au final, les propositions de la Commission européenne pour cette PAC 2020 comportent à la fois de bonnes idées, mais aussi des propositions assorties de gros risques qui ont donné l'occasion aux États membres, aux syndicats et aux ONG d'exprimer des inquiétudes fortes. Ces bonnes idées, c'est quoi peut-être? D'abord, d'intégrer dans le plan stratégique des États membres les deux piliers. Jusqu'à présent, les États membres faisaient des propositions pour leur programme de développement rural, donc pour le pilier 2. Désormais, ils font des propositions intégrées pour les dépenses sur les deux piliers à la fois, et ça ne peut qu'améliorer la cohérence des interventions. La deuxième chose aussi, qui avait été demandée à corps et à cri par les experts en particulier, mais aussi souvent par les gouvernements, c'est redonner de la marge de manœuvre aux États membres dans le choix des mesures à appliquer pour qu'elles soient finalement plus adaptées aux spécificités locales. Peut-être que là, la Commission européenne a été même au-delà des espérances des États membres en leur donnant l'intégralité de la responsabilité de l'établissement de ces plans stratégiques. Troisième, peut-être bonne idée, c'est de mieux responsabiliser les États membres et de les payer, du moins en partie, en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Et là, on a une culture, quelque part, on introduit une culture de la performance qui peut avoir des bons côtés. Et puis, la dernière chose aussi, c'est que on responsabilise aussi les États membres sur le contrôle, la conformité des aides et la mise en œuvre. Mais on a aussi beaucoup évoqué les risques.
Le premier, celui qui a été beaucoup dénoncé par les organisations qui pourtant, les organisations gouvernementales comme BirdLife, qui pourtant avaient demandé plus de flexibilité et de responsabilité aux États membres, c'est le risque que les États membres établissent des plans stratégiques peu ambitieux en se disant qu'ainsi il leur sera plus facile de respecter les engagements et les objectifs qu'ils se donnent. Et on peut avoir une course au moins 10 ans où chaque État membre finalement essaye de ne pas s'engager trop pour éviter ces fameuses pénalités financières dont on a parlé. Et ça, dans l'urgence climatique et environnementale dans laquelle on est, c'est un risque. Évidemment, la Commission répond qu'elle va contrôler ces plans et s'assurer qu'ils sont assez ambitieux. Mais ça reste à voir. La deuxième difficulté, c'est que jusqu'à présent, dans un certain nombre d'États membres, dont la France depuis 2014, la responsabilité, par exemple, du plan de développement rural, donc du pilier 2, avait été donnée aux instances régionales, donc aux conseils régionaux en France. Désormais, on voit presque un retour en arrière où la Commission européenne demande aux États membres d'établir le plan stratégique à l'échelle nationale et non pas à l'échelle régionale. Et donc il va falloir réfléchir à la manière dont on articule ces nouveaux plans stratégiques nationaux avec l'organisation régionale qui s'est mise en place déjà depuis plusieurs années dans la plupart des États membres. Enfin, le dernier point de vigilance, et qui inquiète notamment les États membres qui ont des budgets relativement étroits, par exemple dans certains nouveaux États membres à l'Est, c'est que désormais, le coût du contrôle, le poids de la responsabilité repose sur les États membres, ce qui peut être une responsabilité financière lourde à assumer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de la PAC après 2020? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a une PAC qui, depuis au moins 2014, amorce un tournant un peu lent, un peu comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, où on voit que le paquebot PAC est long à tourner. Mais de quel tournant parle-t-on? Certains dénoncent une PAC qui finalement se renationalise, où finalement on redonne de plus en plus de responsabilités aux États membres. Est-ce que c'est pour que finalement annoncer la fin d'une politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne? Ou est-ce que on est effectivement en train de s'orienter vers une politique commune différente qui donnerait beaucoup plus de poids aux questions environnementales, aux questions par exemple d'alimentation, aux questions d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins et la future PAC 2020 nous montrera quel chemin on est en train de choisir. Voici les éléments que nous pouvions vous donner en février 2019. Évidemment, quand vous écouterez ce cours, peut-être en saurez-vous beaucoup plus sur la PAC 2020 qui se met en place, mais cela vous permet finalement de voir quels étaient les questionnements et les propositions qui étaient faites entre 2017 et 2019.